Bonjour, merci de m'avoir invité à votre 19e anniversaire. J'ai été invité à des anniversaires précédents, donc je constate que je dois être un terrible complotiste pour qu'on me fasse revenir. Justement, je voulais vous encourager dans le complotisme. Parce que, au fond, qu'est-ce que c'est le complotisme ? C'est de dire, tiens, il se passe quelque chose ici, le Covid. Tiens, il se passe quelque chose là-bas, les marchés financiers. Tiens, il se passe quelque chose ici, la guerre. Est-ce que tout ça, ça ne se tient pas ? Eh bien, en réalité, pour des raisons très profondes, ça se tient, mais pas du tout parce qu'il y a un complot mondial pour organiser tout cela. Mais pour une raison simple, c'est que les sociétés humaines, elles avancent avec les systèmes qu'elles ont construits. Et notre partie de l'humanité, elle avance avec le capitalisme, qui est le système qu'elle a construit. Et dans ce système, ce qui produit la valeur, ce ne sont pas les machines, c'est le travail humain. Et plus le temps passe, et plus le travail humain, il s'installe dans des machines. Et plus le temps passe, et plus la proportion entre les machines et le travail humain est en défaveur du travail humain. L'intelligence artificielle est un nouveau bond en avant dans ce domaine. Mais alors, dans ce cas, si le profit, il est lié au fait qu'un humain qui travaille produit plus que ce qu'il n'est payé, alors il va y avoir une baisse tendancielle du profit ou du taux de profit. Les premiers qui ont trouvé ça, c'est un patron de l'industrie du textile anglo-allemande et le mari d'une héritière de la couronne de Westphalie. Et c'est eux qui ont écrit la formule de cela. Mais si je vous dis leur nom, vous allez dire Burke. Alors je vous dis pas leur nom. Mais depuis qu'ils ont montré ce processus, donc l'industriel et le mari de la princesse, rien n'est venu contrer cela. Et donc, il est toujours nécessaire pour ceux qui sont les plus concernés par le résultat du profit, c'est-à-dire les actionnaires, les fonds d'investissement, de trouver le moyen de faire ralentir le processus. Alors les guerres, les épidémies, la fin de tout ce qui est un obstacle. Par exemple, un obstacle au règne du profit, c'est un truc que vous connaissez tous et ça vous frappe pas comme ça en y pensant. Mais réfléchissez, la famille, c'est quand même pas un truc qui rapporte de l'argent. C'est quand même pas un truc qu'on peut normer, qu'on peut encadrer. Parent 1, parent 2, ça commence à être un peu plus McKinsey. Hein? On peut un peu plus travailler dessus. Si on commence à dire que les nations, c'est un obstacle, la famille, c'est un obstacle, et on va voir que l'ensemble des institutions que l'humanité a construites dans son histoire correspondant à son expérience et pas à son intérêt économique, ce sont des obstacles maintenant que proportionnellement à ce qui est nécessaire d'investir pour faire de l'intelligence artificielle, que ce soit en énergie, en microprocesseurs, etc., eh bien, tout ça n'est pas rentable. Et donc, vous avez la clé de tout ce qui lie tous ces processus les uns aux autres. Ça n'est pas un grand complot, c'est une nécessité pour les acteurs dominants du système économique de faire que le recul du taux de profit soit ralenti. Mais il y a des moyens de coordonner tout cela. Un des moyens, c'est qu'on rassemble à Davos les gens qui ont cet argent. Et puis, on met avec eux des gens qui réfléchissent à tout cela. Et on essaye ensemble de trouver des stratégies. Mais bon, il y a des gens qui veulent et des gens qui ne veulent pas marcher là-dedans. Alors, vous avez d'autres moyens. Par exemple, j'entends parler de l'affaire Epstein.
l'affaire Epstein comme un scandale sexuel. Mais l'affaire Epstein est autant un scandale sexuel que la Seconde Guerre mondiale est le viol des femmes russes par des milliers de soldats allemands, puis le viol des femmes allemandes par des milliers de soldats russes 4 ans plus tard. Ça a existé. Je ne veux pas nier la souffrance des femmes allemandes ou la souffrance des femmes russes. Mais si je vous dis la Seconde Guerre mondiale, c'est l'histoire du viol des femmes allemandes par les Russes et du viol des femmes russes par les Allemands, vous allez me dire, il passe à côté. Si je vous dis l'affaire Epstein, c'est un scandale sexuel, eh bien vous pouvez me dire, il passe à côté. Non, c'est l'organisation, si vous regardez les noms qui apparaissent, l'organisation d'un système dans lequel on tient les gens pour être sûr qu'ils fassent ce dont le système a besoin. Et dernier aspect sur ce sujet, chaque fois qu'on fait tourner la planche à billets, on crée de la valeur qui n'existe pas, elle va s'accumuler dans certaines poches. Le résultat, c'est qu'à chaque fois, le nombre d'ultramilliardaires augmente et à chaque fois, le nombre de personnes qui détiennent à elles seules la majorité de la richesse sur Terre diminue. Et donc, vous avez 150, 160, 130 personnes qui, à elles seules, détiennent la majorité de la richesse sur Terre. Alors, évidemment, il est beaucoup plus facile ensuite de faire fonctionner ces dispositifs dans la santé, dans l'éducation, dans l'ensemble des domaines où vous avez vu que ces dispositifs fonctionnent. Et alors, évidemment, dans chaque fait, dans chaque élément quotidien, vous les voyez agir. Par exemple, les élections municipales. Nous sommes entre les 2 tours. Vous avez remarqué que l'abstention a été très grande. Mais pourquoi l'abstention a été très grande ? Moins grande qu'au moment du Covid, où on disait aux personnes âgées qui sont les seules qui votent encore, vous pouvez aller voter, mais vous risquez la mort. Alors bon, elles se disaient, est-ce que ça vaut le coup ? Vous avez eu 20% de participation à Paris et Anne Hidalgo a réussi à faire 10 points, 5 fois mieux qu'à la présidentielle. Si vous voulez, c'est le bonheur. Donc, cette élection, l'abstention, si on compare à l'élection avant le Covid, elle est produite par 2 choses. D'abord, une loi qui dit que les listes devront maintenant être strictement paritaires. Un homme, une femme, un homme, une femme. Donc, les progressismes vous imposent maintenant des listes strictement paritaires. C'est gentil, mais dans un certain nombre de petites communes, il n'y a pas forcément le nombre de femmes qui ont envie de s'engager à aller siéger au conseil municipal. Et donc, à ce moment-là, vous ne pourrez pas déposer votre liste. Le résultat, c'est 70% des communes où il y a une seule liste. C'est certes une incitation à aller voter, mais on en a vu de plus fortes. Si vous prenez ensuite les grandes agglomérations, celles où il y a de nombreuses listes, vous vous rendez compte de quelque chose. C'est que 80% des votes, des exprimés, vont se concentrer sur des formations politiques, Parti communiste français, Parti socialiste, Parti radical, les Républicains et un ou 2 autres, qui, lorsqu'on a l'élection directrice, qui est la présidentielle, font 1,67 pour le Parti socialiste, autour de 2 pour les communistes suivant les moments. Ils ne se présentent plus, mais on peut penser qu'ils feraient moins de 2 pour les radicaux, moins de 5 pour LR, c'est-à-dire les forces politiques qui n'existent pratiquement plus au niveau de la confiance sur la question clé qui est la présidentielle. Ce sont celles qui dominent absolument le petit monde des personnels municipaux, des maires, des adjoints, etc., etc. Et donc, dans ces conditions, vous voyez qu'il y a une dichotomie complète entre des partis politiques dont l'étoile s'est éteinte et le fait que, par un effet magique, on voit encore la lumière de l'étoile, mais elle est morte. Le Parti socialiste, le Parti communiste, le Parti radical, LR. Alors vous avez une statistique qui vous dit il y a eu 117 élus LR dès le premier tour. C'est formidable, mais combien avaient écrit LR sur leur affiche ? Non, ils avaient écrit « Votre ville avec machin ».
Il n'y avait pas votre ville avec machin de LR. Donc, vous avez une campagne où on a menti en permanence en cachant son étiquette quand on était sortant, notamment parce que les études ont montré que 60% des Français considéraient que les sortants n'avaient pas fait un mauvais travail dans leur ville. Donc, il faut capitaliser là-dessus. Bon, on sort. Mais seule, en face, l'opposition, elle était obligée de montrer une étiquette pour dire quelque chose. Donc, l'opposition, elle a une étiquette, ce sont des partis politiques plus ou moins défraîchis, et la majorité sortante, eh bien, elle se fait reconduire parce qu'on n'a pas envie de voter pour l'opposition, parce qu'elle représente des partis qui n'attirent plus. Donc, vous avez ce résultat curieux dans lequel vous avez ensuite un grand sondeur qui vous dit « Oui, enfin, ils sont crédités de 30% à la présidentielle, mais le Rassemblement national, ils font 6 points dans telle ville, 9 points dans telle autre grande ville et 8 points dans celle-ci. Alors, on nous dit des bêtises. » Non, on nous dit pas des bêtises. On a une élection qui se joue qui se joue dans un miroir où on vous montre des choses qui n'existent plus. Alors, en tirer des conclusions est difficile. Mais vous avez suivi les médias. Les médias vous ont dit, avant le premier tour des élections municipales, pour 60% des électeurs, les questions politiques n'ont aucune importance. 5% veulent soutenir le président, 15% disent qu'ils sont hostiles au président, mais tous les autres ne voteront que pour des questions locales. Hop, 20h dimanche dernier, on vous dit, voilà, tant pour LR, tant pour le PS, tant pour tel parti, etc. C'est-à-dire, on vous prend pour des imbéciles. Et, au fond, c'est une continuité. Au fond, c'est une continuité, puisque, de manière générale, le système, dans son ensemble, considère que vous êtes une foule qu'il faut organiser de manière rationnelle, et donc, si on fait appel à son intelligence, on est foutu. Hein, c'est clair. Donc, le deuxième tour qui vient va opposer des gens qui n'ont en réalité aucun programme, pour certains, pour beaucoup, et aucune divergence pour la plupart. Est-ce que vous avez vu un des partis représentés au Parlement dire « on ne paiera plus pour l'Ukraine » ? Ah non. Vous avez vu un des partis représentés au Parlement dire on ne marchera plus dans le mondialisme absolu représenté ici par l'Union européenne ? Ah ben non, vous n'avez pas vu. Vous avez tourné dans l'hémicycle, vous n'avez rien vu. Est-ce que vous avez vu sur les grandes crises des partis représentés au Parlement dire quelque chose de différent ? Non, vous ne l'avez pas vu. Donc, au Parlement, si la violence est si grande, c'est parce que, comme on est tous d'accord sur le fond, il ne reste plus qu'à se partager le beefsteak. Alors ça, c'est difficile. Alors on prend des postures. Jamais d'alliance des socialistes avec la France insoumise. Nous ne ferons jamais ça. Hop, entre les deux tours, on fait des alliances avec la France insoumise. Bon. Nous sommes dans l'opposition. Macron a une politique anti-populaire. Hop, on fait voter son budget parce que il faut quand même que le Parlement dure un peu plus longtemps. 7 000 € par mois pour moi et 8 000 € par mois de frais pour faire ma petite politique autour et quelques amis, ça vaut le coup qu'on vote le budget Macron. Donc, on est passé d'une société dans laquelle on avait de la politique à une société dans laquelle on a maintenant un monde qui est simplement dans les eaux glacées du calcul égoïste, pour reprendre ce que disaient ces vieux Allemands du 19e siècle. Et ces élections municipales, elles montrent avant tout un rejet de la situation telle qu'elle se trouve, parce que on fait des sondages, on fait des études, on demande quel est le problème. Problème numéro 1, l'insécurité. Problème numéro 2, la santé. Problème numéro 3, alors on arrive à
suivant les villes, des problèmes différents, mais on trouve assez vite l'immigration, c'est-à-dire le cœur de ce que nos gouvernants ont choisi d'organiser pour répondre aux besoins des milliardaires qui les sponsorisent. Donc, ces élections municipales, vous avez noté que, par exemple, à Paris, vous avez vu que le continuateur d'Anne Hidalgo, il vous a dit le soir du premier tour pourquoi il fallait voter pour lui. Parce qu'il a un vrai programme et il l'a résumé en quelques mots. Paris entrerait dans les ténèbres du fascisme. Cela, nous ne le laisserons pas faire. Alors, Rachida Dati, ce sont les ténèbres du nazisme. Elle n'a pas le look Veldiv, elle n'est pas intello comme Otto Abetz, et puis elle n'est pas socialiste comme Otto Abetz, et elle n'a pas non plus le côté Göring, un peu claquer les talons. Mais ça fait rien. Bon, c'est elle, la nuit du nazisme dans laquelle entrerait Paris si elle est élue. Elle n'a pas de programme, il n'a pas de programme. Ils sont de ce point de vue à égalité. Mais évidemment, dans les eaux classées du calcul égoïste, il faut essayer de sortir des fantasmes plutôt que de regarder la réalité, c'est-à-dire avec les nouvelles conditions fixées par le gouvernement pour les moyens dont disposent les municipalités, ils vont pas pouvoir faire quelque chose de très différent. Et puis, je terminerai en vous disant que un des grands éléments de l'abstention, c'est que dans toutes les communes qui ne sont pas de très grandes villes comme Paris, Lyon et Marseille, ce ne sont plus dans les communes que se prennent les décisions, mais dans les intercommunalités. Or, les intercommunalités, c'est un système qui est exactement calqué sur l'Union européenne par rapport aux nations. C'est-à-dire que vous élisez un maire et des conseillers municipaux. Ensuite, ils se réunissent à huis clos avec ceux des communes alentours. Et puis, ils se passent la rhubarbe et le séné, ils font des accords. Alors, ils ont une von Leyen ou ils ont un Prodi qui vont mettre à la tête de l'intercommunalité. Et l'intercommunalité, appuyée sur des bureaucrates, appuyée sur des cabinets de conseil McKinsey, va produire ce qu'il faut faire. Et ensuite, quand vous allez dire au maire, mais c'est pas pour ça qu'on t'a élu, il va dire, ah, je peux passer l'intercommunalité, exactement comme n'importe quel paltoquet ici vous dit, je peux passer Bruxelles. Hein, vous savez, celui qui est Faubourg Saint-Honoré. Et vous avez... Mais vous avez donc là une volonté qui est de faire reculer la démocratie, de faire que l'idée que les gens peuvent se diriger par eux-mêmes, l'idée qu'ils peuvent choisir leur destin ou peser sur leur destin, c'est quelque chose qui va à l'encontre de nos valeurs, comme on dit quand on soutient les Ukrainiens, et Zelensky, les toilettes en or, les billets, vous savez, les lingots qui traversent les frontières, etc. Bon. Et c'est nos valeurs. En réalité, vous voyez que tout cela se tient. Nous sommes maintenant dans un monde qui est arrivé à une telle organisation du travail humain dans des systèmes physiques ou logiciels, comme l'intelligence artificielle, qui font que, ou bien il faut réorganiser la société autour du fait qu'on tire parti de la richesse, de l'intelligence, du travail humain autrement que par de grands monopoles transnationaux, ou bien il faut mettre en ligne la société avec l'intérêt des monopoles transnationaux. C'est ou l'un ou l'autre. Et là-dedans, bien sûr, il y a un grand problème, c'est les nations. Et pour cela, il faut les détruire. Et c'est un processus lent, c'est pas un processus rapide, c'est pas le blitzkrieg. Et je terminerai en vous racontant cette histoire. J'étais dans le bureau de Jean-Pierre Chevènement il y a une 30aine d'années, et nous étions tous les deux, et il venait de recevoir une lettre d'un grand résistant qui était très âgé et qui lui écrivait « Quand on s'est battu contre les Allemands pour défendre la France, ce n'était pas facile,
mais au moins c'était clair et c'était visible. On voyait où étaient les Allemands, on voyait où étaient les résistants, on comprenait comment la bataille pouvait être gagnée ou perdue, car on a souvent pensé qu'elle serait perdue. Aujourd'hui, c'est bien plus difficile, car l'ennemi est invisible, en tout cas pour la plupart de nos concitoyens. Le danger est difficile à cerner pour la plupart de nos concitoyens, y compris pour ceux qui voudraient défendre notre pays. Et Jean-Pierre Chevènement me tend cette lettre, il me dit « c'est quand même vrai ». Je vous souhaite une bonne journée.